Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur. Actualité oblige, Covid-19 secoue l'univers de la santé en cette période de crise sanitaire. Le centre d'hémodialyse de CHU donc, a attiré notre attention. Les malades sont-ils pris en charge? Quelles sont les nouvelles stratégies établies par les néphrologues en cette période de crise? Quel traitement? Voilà, entre autres questions qui seront développées dans cette émission avec notre spécialiste, Dr Ibrahima Chérif Aïdara, néphrologue à Donka. Tout au long de cette émission, nous avons un autre spécialiste des questions de santé, Dr Fanea Kamara, membre de la commission communication et mobilisation sociale de la riposte à la CODIV. Monsieur Kamara va nous aider à comprendre la nouvelle, docteur Kamara va nous aider à comprendre la nouvelle stratégie mise en place par les autorités sanitaires du pays. Mesdames et messieurs, pour cerner le thème d'aujourd'hui, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, l'insuffisance rénale et Covid-19. Alors, rectificatif, cher public, nous allons parler de cette maladie qui nous préoccupe aujourd'hui dans cette émission et nous allons, pendant toute cette émission, sensibiliser sur la nouvelle stratégie du Covid-19, Stop Covid-19 en 60 jours. Docteur, je disais tout à l'heure, Covid-19 affecte tous les secteurs, autant sur le plan sanitaire qu'économique, culturel. Donc cette semaine, le centre d'hémodialyse de CHU donc, a attiré notre attention. Coronavirus avec les maladies rénales, qu'en est-il actuellement? Merci madame, merci chers téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet aussi important qui est cette pandémie qui prend de court tous les systèmes de santé. Alors, c'est vrai que la maladie à Covid-19 peut bien courir des risques d'insuffisance rénale, et que ce soit direct ou de façon indirecte. Je m'explique. Pour rappel, il faut rappeler à la population que les reins sont deux organes qui sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, sous les 12e paires de côtes, et du coup, ils sont différents des douleurs lombaires que la population souvent font un peu de nuance entre les deux. Donc les reins, dans leur fonction d'épuration, jouent un peu le rôle de filtre de l'organisme. C'est-à-dire ils s'occupent de l'élimination des déchets, du métabolisme cellulaire, des toxiques, des médicaments que nous avons ingérés. Et donc du coup, ils les éliminent à travers l'urine. Lorsque le rein ne joue plus cette fonction, on parle du coup d'insuffisance rénale. Il y en a deux types. Donc il y a l'insuffisance rénale aiguë qui survient de façon brutale. Donc, à l'occasion d'une situation d'hypovolémie, d'instabilité hémodynamique ou de toxiques pour les reins. Donc, elle est réversible si la cause est levée tôt. Alors, il y a l'insuffisance rénale chronique qui s'installe de façon insidieuse, silencieuse, progressivement et qui est irréversible. Parlant du Covid-19, et donc du coup, lui, il a entraîné une insuffisance rénale aiguë via l'hypoxie. Nous savons tous, nos patients à Covid sont souvent victimes de détresse respiratoire. Qui parle de détresse respiratoire parle d'hypoxie, manque d'oxygène dans le sang. Et cette hypoxie, lorsqu'elle est sévère et prolongée, peut toucher tous les organes, y compris le rein. Et donc, un organe qui est en souffrance, donc le rein, entraîne une insuffisance rénale. Et du coup, par aussi l'hypercoagulabilité que la Covid-19 peut entraîner, on a vu dans beaucoup de documents que les malades à Covid font des pneumopathies parce qu'il y a des dépôts de caillots dans les petites branches. Donc, ce même phénomène peut arriver au niveau des reins également, entraîner une insuffisance rénale.
Par ricochet, on trouve également les médicaments, les polymédications que les patients font, la majeure partie avant d'arriver dans les structures sanitaires, peuvent aussi provoquer une insuffisance rénale. Donc ça, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Et il a été rapporté dans beaucoup de documents, dans la littérature aussi, que les patients à Covid-19 pouvaient avoir aussi du sang dans les urines et des protéines dans les urines. Qui parle de protéinurie et d'hématurie, parle de lésions du filtre glomérulaire. Donc du coup, ça peut faire le lit d'une insuffisance rénale chronique progressive. Donc c'est bien sûr que ça peut exposer au risque d'insuffisance rénale. Alors justement, rappelez-nous les facteurs de risque de cette pathologie. De l'insuffisance rénale. Tout à fait. Alors, l'insuffisance rénale, d'abord, les personnes à risque, c'est d'abord les maladies générales, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, des maladies auto-immunes, il y en a, le lupus, j'en passe. Les maladies héréditaires telles que la polykystose hépatorénale. Il y a certaines infections bactériennes et virales telles que le VIH, le VHB, le virus de l'hépatite B et l'hépatite C, la drépanocytose. Sans oublier aussi la prise de certains médicaments qui nous exposent à une maladie rénale à long terme, telles que les anti-inflammatoires. Tout à fait. Qu'on appelle l'ibuprofène, le diclofénac et autres. Donc, l'obésité, c'est un facteur de risque de maladie rénale, il faut le savoir. Donc, en plus des facteurs de risque cardiovasculaire que nous connaissons, il y a aussi ces expositions qui peuvent courir des risques d'atteinte rénale. D'accord. On vous revient tout à l'heure, comme je disais à l'entame de cette émission, nous allons, via notre invité, Dr Fanea Camara, membre de la commission chargée de la commission immobilisation sociale de la riposte à la CODIV, va nous aider à comprendre la nouvelle stratégie mise en place par les autorités sanitaires du pays. Avant de parler de cette nouvelle stratégie, Dr Fanea, rappelez-nous les chiffres de contamination depuis hier, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir ces chiffres, c'est dimanche, mais depuis hier on a quand même quelques cumuls guéris, cas contaminés et les cas graves dans les différents centres de traitement. Ok, merci madame, et je suis vraiment content de venir m'exprimer ici à la télévision. Et donc les chiffres que je vais annoncer viennent de l'OMS, c'est selon le site web numéro 152 de l'OMS, voilà, à la date du 26 mois 2020, dans le monde entier, actuellement, il y a plus de 8 millions d'infectés. Voilà, dans le monde entier. Et l'Afrique, notre continent, est relativement peu touché. Donc, nous enregistrons actuellement 208 000 cas confirmés dans notre continent. Maintenant, en Guinée, selon le site web numéro 78 de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui est quand même l'organe en charge de la riposte, nous comptabilisons un cumul depuis le 12 mars jusqu'à à la date d'hier, nous comptabilisons 20 juin. Voilà, à la date d'hier 20 juin, donc nous comptabilisons un cumul de 4 960 cas confirmés, dont 56 ont été confirmés les dernières 24 heures, et un cumul également de 3 580 sorties guéries. Ça, il faut apprécier et féliciter le personnel de santé, bien sûr, aussi tous les agents de riposte, pas seulement que ceux qui travaillent à l'hôpital. Il y a assez d'éléments qui sont déployés, qui font de la surveillance et tout ceci, les hygiénistes, donc c'est à l'air actif. Et aussi, malheureusement, nous avons quand même des décès qui sont survenus à l'hôpital, que nous appelons les décès hospitaliers, et qui sont au nombre de 27. Voilà, nous déplorons 27 décès à date d'hier. Voilà. Donc ça, c'était globalement le chiffre que nous avons à disposition selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de la Guinée. Alors, c'était les chiffres depuis hier que nous avons enregistrés sur l'étendue du territoire national et le cas général dans le monde et en Afrique notamment. Docteur Camara, on parle de la nouvelle stratégie Stop Covid-19 en 60 jours. Qu'est-ce que c'est? Ok, la stratégie Stop Covid-19 en 60 jours en Guinée est née des centres de Ebola. Ce sont des expériences que nous avons eues. Alors, il vous souvient, je l'avais dit tout à l'heure, que depuis le 12 mars 2020, nous avons enregistré notre premier cas de Covid-19. Et tout de suite, il y a eu des organisations, l'OMS a édicté des mesures barrières qu'il faut observer. Et aussi, avec la survenue des nouveaux cas à tout moment,
il y a notre pays aussi, les autorités sanitaires de notre pays ont directement édicté d'autres mesures que nous appelons des mesures addictives. Voilà, des mesures addictives telles que la limitation des voyages vers l'intérieur du pays, je veux dire vers l'intérieur du pays, mais également aussi la fermeture des lieux de culte et d'autres mesures addictives qui viennent renforcer les mesures barrières que l'OMS a édictées, c'est-à-dire le lavage des mains et tout ça. Alors, mais tout ceci, après que tout ceci soit édicté, mis en place, nous avons enregistré quand même à tout moment l'apparition des nouveaux cas, qui sont parfois supérieurs à 50 cas par jour. Et aussi, il y a la transmission communautaire qui persiste, c'est-à-dire les gens sont contaminés sans qu'ils sachent réellement où j'ai attrapé la maladie. Voilà, on ne peut pas attribuer le lien, on ne peut pas retracer le lien de la maladie avec ces nouvelles contaminations. Mais aussi des clusters aussi ont été apparus, c'est-à-dire des foyers où il y a une forte concentration dans les différents quartiers. Alors, tout de suite, nous avons également constaté que dans les centres de santé, dans les centres de prise en charge, il n'y a pas un endroit très bien aménagé pour les familles qui peuvent, tous les éléments de la famille sont infectés. Donc toutes ces mesures nous ont amenés à réfléchir pour dire que voilà, il faut une nouvelle stratégie qui est mieux adaptée aux réponses communautaires, qui est aussi une stratégie, disons, qui répond à ces quartiers où on enregistrera une forte contamination de la Covid-19, mais également une stratégie qui peut être itérative, qui, quand on déploie, on peut apprendre et rectifier à chaque fois qu'on a aussi des problèmes dans ces différents quartiers, qui peut être adapté à chaque quartier. Donc c'est ça, nous avons appelé la stratégie Stop Covid en 60 jours. Voilà, c'est une stratégie qui est basée sur l'engagement communautaire, qui ne peut réussir que si la communauté adhère. Voilà. Donc, on va poursuivre cette sensibilisation tout à l'heure, l'engagement de la communauté, l'engagement des élus locaux, des administrateurs territoriaux, tout cela. On en parle tout à l'heure dans cette émission. On revient à notre invité principal, docteur Chérif. Aujourd'hui, Covid-19, insuffisance rénale, on parle de comorbidité, mais avant Covid-19, ces maladies demeuraient. On traitait, on soignait ces maladies. Et alors, quel diagnostic aujourd'hui vous pouvez appliquer à ces malades avec l'arrivée de cette pandémie qui bouleverse tout d'ailleurs? D'accord. Merci madame, une très belle question. Avant l'arrivée de la maladie, la Covid-19, nous avions des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, les cancers, les maladies systémiques, la drépanocytose, beaucoup d'autres maladies. Et donc, l'arrivée de la Covid-19 ne doit pas perturber le suivi de ces patients. Ils doivent être suivis de façon clinique et paraclinique. Et après, s'ils sont infectés par la pandémie à Covid-19, alors on doit prendre contact avec les médecins référents de ces patients pour adapter la prise en charge. Si je parle de la maladie rénale chronique, si un patient insuffisant rénal chronique, qu'il soit dialysé ou pas, est infecté par la Covid-19, on devrait adapter le traitement à sa fonction rénale et savoir aussi si ce traitement n'a pas d'effet sur sa fonction rénale résiduelle. Ensuite, adapter les prises des médicaments aussi à ces séances de dialyse. Et donc nous, chez nous, on a continué à suivre les patients comme d'habitude, et les consultations qui ne sont pas urgentes et les hospitalisations qui ne sont pas urgentes, on les a totalement limitées. Et les mises en dialyse de première séance, on compte quand même continuer parce que ces patients qui ont besoin de dialyse, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Donc on n'a pas le choix, on les met en dialyse quand même. D'accord. Alors la prise en charge reste identique avec l'arrivée de Covid? Bien sûr, nous, dans notre centre d'hémodialyse, depuis l'arrivée de cette pandémie, on a mis une équipe en place qu'on appelle l'équipe Covid, formée de médecins, d'infirmiers, de techniciens de dialyse et d'hygiénistes. Cette équipe fait d'abord de la sensibilisation, l'information du personnel et puis des patients aussi, pour éviter la contamination. Ensuite, cette équipe est chargée aussi de prendre en charge tous ces patients qui sont suspects ou confirmés de Covid-19. Donc il y a une prise en charge spéciale pour ces patients, c'est-à-dire on les met dans une salle dédiée
par une équipe dédiée avec... Il y a donc des cas on a au moins 2 cas au jour d'aujourd'hui. Malgré toutes nos mesures de prévention, on a malheureusement enregistré 2 cas. Est-ce qu'on peut savoir comment c'est arrivé Ils ont été contaminés au sein du centre ou ils sont arrivés à l'extérieur? C'est un peu difficile, c'est ce que mon collègue Dr Camara le disait tout de suite. C'est difficile d'établir le lien entre l'infection et en tout cas le lieu de contamination, parce que c'est compliqué. Ces patients, ils vivent dans des communautés, ils sont en famille, ils empruntent les moyens de déplacement et de transport en commun, donc c'est un peu difficile d'établir. Mais quand c'est arrivé, un patient qui est suspect ou qui a eu une notion de contact, on l'adresse tout de suite au centre de prise en charge, comme nous sommes à Donka, heureusement, au centre de prise en charge Covid. C'est juste dans le même centre. Donc du coup, pour son isolement, le diagnostic va être établi et le traitement. Donc les séances de dialyse sont organisées, comme je vous l'ai dit, par l'équipe Covid du centre d'hémodialyse. Docteur, la prise en charge, vous êtes à Conakry, à l'intérieur, il y a quand même ces mêmes malades qui s'y retrouvent ou qui vivent à l'intérieur. Actuellement, la fermeture, l'ouverture c'est maintenant, les frontières étaient fermées. Alors comment est-ce que vous avez géré ces malades vivant à l'intérieur du pays? Une très belle question, madame. Ça, vous abordez un peu l'accès équitable aux soins, qui était un peu notre slogan cette année. Malheureusement, notre journée mondiale du rein n'a pas eu lieu, a été reportée, tout a été différé. Bouleversé. Voilà. Et alors, donc l'accès équitable aux soins à l'intérieur du pays n'est pas totalement effectif. Là, on le reconnaît, mais quand même, on progresse, puisque nous sommes partis de 3 spécialistes à plus de 12 spécialistes d'ici la fin de cette année, ce qui est du progrès. C'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage à nos devanciers, à nos chers maîtres, le professeur Alpha Omar Ba, le professeur Kaba et le feu professeur Touré Yacouba Isiaga, qui ont balisé le chemin pour la nouvelle génération de néphrologues. Et donc, en plus de ces mesures, on a aussi, depuis 2008, procédé à la formation de médecins généralistes, de pharmaciens, de biologistes et d'infirmiers dans les 4 régions naturelles du pays. Ceci passe par la sensibilisation, la prévention et le dépistage des maladies rénales et puis nous réfère ces patients. Ce que nous devrions faire et qu'on est en train qui est le projet qui était en cours, c'est la création des unités de néphrologie et d'hémodialyse dans les 8 régions administratives de la Guinée, en commençant par les 4 régions naturelles. Et donc le projet a été monté, chiffré et déposé au niveau du ministère de la Santé, qui a d'ailleurs identifié un partenaire qui nous accompagne. Malheureusement, cette pandémie est venue freiner la progression de cette pandémie. Alors, on reste toujours à l'intérieur. Les problèmes se gèrent de quelle manière actuellement avec cette crise sanitaire? Alors, ces patients, heureusement qu'on n'a pas beaucoup de cas à l'intérieur du pays, mais ces malades rénaux, quand ils sont suspectés, et comme on dit, parce que là, c'est la maladie rénale que nous suivons. Vous suivons, oui. Voilà, et donc, quand c'est dépisté, nos collègues de l'intérieur nous les adressent. Et une fois, parce que la consultation néphrologique a intégré les recherches des symptômes de Covid dans notre travail quotidien. Donc un patient qui est suspect, quand on nous l'adresse, nous le prenons en charge en mettant toutes les barrières de distanciation, de mesures de protection, jusqu'à ce que le test s'avère négatif. Mais pour le moment, on n'a pas de moyens de les suivre en particulier. Depuis là. Docteur Camara, on revient à vous, l'implication de la communauté, des élus locaux, des administrateurs territoriaux. Alors, parlez un peu, le lancement de cette stratégie, il n'y a pas plus d'une semaine que ça a été lancé, ou plus d'une semaine d'ailleurs. Et comment, à partir du premier quartier, comment ça s'est passé, cette sensibilisation? Comment vous avez pu regrouper toute cette communauté autour de vous pour faire passer des messages clés?
Ok, ça c'est une très belle question. Alors, pour rappel, la stratégie Stop Covid a été lancée le 8 de ce mois, le 8 juin, au niveau de la DSBCO, la Direction Régionale de la Santé de la ville de Conakry. Alors, c'est une stratégie qui a pour objectif d'interrompre la chaîne de transmission communautaire d'ici 60 jours. Donc, techniquement, d'ici la fin du mois de juillet. C'est très important. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de cas de coronavirus après les 60 jours. Voilà, parce que cela a laissé entendre beaucoup de ça. Mais nous avons dit que de limiter, d'interrompre la chaîne de transmission au niveau communautaire. Donc, du coup, on aura la maîtrise des cas importés et on pourra retracer l'histoire clinique de chaque malade Covid qui a été testé et voilà, avéré Covid. On pourra les retracer. Donc, pour y arriver, effectivement, nous avons des approches, nous avons des composantes et notre approche, c'est-à-dire comment nous allons arriver à cet objectif. Il s'agit d'identifier vraiment, on identifie tous les cas de Covid-19 dans la zone de Conakry, où la stratégie a été mise en œuvre. Voilà. Donc, actuellement, il y a 20 quartiers qui ont été déjà identifiés. Voilà, les 20 quartiers où il y a assez de cas de coronavirus dans le Grand Conakry. Quand je parle de Grand Conakry, je veux dire la ville de Conakry, voilà, de Koya et d'Oubrika. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est notre approche. Justement, je disais, pour arriver à l'objectif, à rompre la chaîne, il y a identifier, tester, confiner et référer. Voilà, donc on identifie vraiment tout ce qui est cas de Covid, on les identifie. Après leur identification, il est question de tester les cas suspects et les contacts. Avant de les laisser, avant de les sortir du suivi, on s'assure qu'ils ont tous été testés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des contacts, mais après ils peuvent faire la maladie sans pour autant manifester les signes cliniques. Donc ce sont des asymptomatiques. Donc ils peuvent transmettre la maladie. Donc on s'assure que tous ceux-là sont testés avant de les sortir de leur suivi. Voilà, mais on s'assure, ce qui est nouveau dans ça, c'est la possibilité de traiter les gens à domicile. Ça, c'est nouveau. Alors, avant, on se disait, à chaque fois qu'il y avait un cas de coronavirus, on l'amenait dans un centre de traitement. Maintenant, il y a la possibilité de traiter les cas à domicile. Alors, expliquez-nous cette stratégie de traiter les cas à domicile sans contaminer son entourage, les autres membres de la famille. Ok, donc j'allais y arriver. Voilà, en fait, ce sont des composantes. Alors, cela se fait en respectant des critères. Il y a des critères pour que quelqu'un soit traité à domicile. Voilà, selon la stratégie, il y a des critères pour que la personne soit traitée à domicile. Alors, l'un de ces critères est que le cas doit être vraiment un cas simple. Voilà, ce sont des cas simples. Exactement, de comorbidité, comme mon collègue venait de dire, Dr Chérif venait de dire. En cas de comorbidité, il n'y a pas une possibilité de vous traiter à domicile. Effectivement, donc il y a des spécialistes qui ont été mobilisés et à Verdonca qui s'occupent de ces cas graves, de ces comorbidités. Alors, mais il y a d'autres critères aussi. L'âge doit être inférieur, bien sûr, à 50 ans. On le sait, plus l'âge est élevé, plus on a... La maladie est trop sévère avec les personnes âgées. Du coup, l'âge doit être inférieur à 50 ans. Un autre critère est qu'il doit y avoir, pour répondre à votre question, la possibilité de confiner le ménage. Voilà. Donc, vous devez être dans un endroit où on peut pouvoir vous confiner, vous isoler pour ne pas que vous transmettez la maladie à d'autres familles, à d'autres ménages. Donc, cette possibilité, par exemple, les gens qui sont au niveau des appartements, ça, on peut accepter cela. C'est facile à gérer. Mais ceux qui sont dans les concessions, c'est-à-dire dans les grandes familles. C'est pas trop facile. Donc, il y a autre alternative. Si la communauté arrive à identifier un local où nous pouvons mettre le malade pour suivre à domicile, bien sûr en respectant des critères, tous ces critères que je viens d'énumérer, c'est possible de les traiter à domicile. Mais le dernier critère qui est non moins important, il s'agit de la volonté du patient. Voilà, donc la volonté du patient, le consentement éclairé du patient d'être traité à domicile, même s'il il respecte tous les critères, il est jeune, asymptomatique et tout, mais s'il désire
de se traiter à l'hôpital, nous accompagnons le malade à être traité à l'hôpital. Tout de suite, on le prend en charge. Voilà, mais pour tout ceci, il y a, enfin, pour avoir, pour confiner ou traiter à domicile, vous êtes, vous allez me poser des questions pour savoir quels sont les moyens, les moyens qui accompagnent. Parce que quand on parle les mesures d'accompagnement, on sait que le Guinéen vit du jour au jour. Voilà, donc, on a vu quand même l'assistance de l'ANSS, du ministère de la Santé apporter, mais 14 jours de confinement. Ou un peu plus, 21 ou bien on se limite à 14 Pour le moment, 14 jours. Techniquement, il y a 14 jours de confinement, mais après que la personne guérit de la maladie, il y a un suivi post-hospitalisation. Voilà. Après le traitement, on fait un suivi pour voir est-ce que le malade, il n'y a pas d'autres séquelles ou il y a d'autres maladies. Dans cette phase de convalescence, on arrive à suivre le malade. Donc, quant à la question de répondre quelles sont les mesures d'accompagnement, voilà, parce que tout le monde a, tout ce qui est confiné, nécessairement, il faut les accompagner. Alors, il y a le suivi médical qui se fait à domicile. Le suivi, il y a des équipes qui sont dédiées pour ça. Quotidiennement, tous les jours, ils viennent pour prendre la température matin et le soir, et puis ils essaient de voir est-ce qu'il y a des signes évocateurs de la maladie, pour que tout de suite là, on fait le test pour savoir est-ce que c'est Covid ou pas, pour pouvoir prendre des actions et référer si tel est le cas. Alors, la deuxième composante de l'accompagnement, il s'agit de l'accompagnement alimentaire. Donc, pour 14 jours, chaque ménage, je précise bien chaque ménage et non pas la famille. Parce qu'au sein d'une famille, il peut y avoir 2 à 3 ménages. Le père de famille et sa femme deviennent un ménage, mais son premier fils et sa femme plus les enfants sont aussi un ménage et l'autre aussi. Donc, au sein d'une famille, il peut y avoir 3 ménages. Nous, notre calcul a été fait sur la base d'un ménage avec 5 éléments comme référence. 5 membres de ménage. Donc, un ménage de 5 personnes bénéficiera d'un sac de riz pendant la période de confinement. Pendant la période de confinement qui est à 14 jours. Un seul sac plus un sac de riz. Accessoires. Voilà, après, oui, j'arrive. Un sac de riz par ménage plus 60 000 francs de prix de sauce. Voilà, par jour, 60 000 francs de prix de sauce par jour. Pour 14 jours, ça fait 840 000. Voilà, chaque ménage. Et aussi, il y a d'autres mesures telles que les 10 morceaux de savon qu'on associe, plus les bavettes par personne. Chaque personne va avoir 4 bavettes, voilà, en tissu local. Est-ce que, docteur Camara, avant de revenir à docteur Chérif, est-ce que vous ne rencontrez pas de problème avec l'identification des personnes, des cas contacts par exemple, de la mise en place de cette stratégie? Oui, il faut dire que c'est vrai que c'est une stratégie qui est à long terme, on va arriver, mais il y a quand même des familles, bon, je dirais pas, peut-être ceux-là qui n'ont pas bien compris d'abord le message, parce que il arrive qu'on essaie de faire le mieux, mais il y a certains qui n'ont pas encore compris le message. Sinon, moi, je reste convaincu que si le message est bien compris, personne ne va souhaiter transmettre la maladie à son prochain. Alors, il y a des familles qui refusent que ces femmes, le port des masques ne les intéresse plus. Moi, j'ai essayé personnellement de sensibiliser, mais je crois qu'il faut les hommes de tenue, c'est-à-dire les autorités sanitaires, qu'elles soient là pour faire passer le bon message. Ok. Alors, ou en tout cas contact des malades, c'est-à-dire qu'elle a été exposée, elle a été en contact d'un malade, où on a retracé son histoire, on a trouvé que cette personne a été effectivement en contact et elle est susceptible de développer la maladie. On fait en sorte qu'elle, on la tire de l'eau pour qu'elle soit confinée avec son ménage. Donc elle n'a plus la possibilité, si elle accepte le confinement, elle n'a plus la possibilité d'aller au marché pour échanger avec d'autres personnes. Donc ça veut dire que c'est une stratégie. Si nous arrivons à accepter, je parle de la communauté, on arrive à accepter cette stratégie, ce confinement de 15 jours avec les mesures qui accompagnent, c'est sûr que même le marché pourrait avoir son compte. Je ne dis pas que c'est suffisant. C'est pourquoi il faut qu'on précise que c'est une stratégie Stop Covid en 60 jours qui vient en additionnel
aux autres mesures qui existent déjà. Voilà, donc c'est pas une nouvelle de dire que ça va balayer tout, non, c'est une stratégie qui vient en additionnel. Donc les autres mesures sont encore valables, se laver les mains régulièrement, limiter les déplacements. On va rappeler tout cela. Voilà, donc, voilà. Nous avons un peu compris le message docteur Fania. Nous allons encore rappeler ces mesures édictées par les autorités sanitaires. Et on va revenir à notre docteur Chérif. Les problèmes actuellement, d'abord avant de parler des problèmes auxquels vous êtes confrontés, le traitement, est-ce qu'on a parlé de traitement reste identique avec ces personnes malades des reins et puis avec l'association d'autres maladies qu'on appelle aujourd'hui comorbidité? Est-ce que c'est le même traitement ou il y a eu un changement lorsqu'on parle de chloroquine, on parle avec l'arrivée des Cubains, on a parlé d'un autre traitement, le protocole peut-être a changé avec le traitement des malades de Covid. Est-ce que c'est le cas avec ceux de centres d'hémodialyse? Merci madame. Là je ne pourrais pas faire de spéculation sur l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine, le plaquenil, associé à l'azithromycine. Je laisse ça un peu à mes collègues de la NSS. Mais ce que je sais, en matière de maladies rénales chroniques, toute prescription doit tenir compte, je vous l'ai dit déjà, de l'adaptation du médicament à la fonction rénale. On sait que le plaquenil est essentiellement éliminé par le rein. Donc si c'est un malade qui a une insuffisance rénale, qu'il soit dialysé ou non, il faut tenir compte de la dose à administrer pour ne pas qu'il y ait une accumulation. Et tous les autres traitements qui viendront, on parle des antiviraux qui vont peut-être arriver peut-être chez nous tôt ou tard. Ceux-ci aussi ont des effets toxiques par précipitation au niveau des reins. Donc leur administration doit tenir compte des potentiels effets toxiques sur la fonction rénale résiduelle. Parce que notre objectif, une fois un malade est atteint d'une insuffisance rénale, qu'il soit en dialyse ou pas, c'est de freiner la progression de la maladie rénale, tout en adaptant les médicaments, en prenant en charge les comorbidités, comme vous le dites, les facteurs de risque cardiovasculaire, que ce soit le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, l'obésité, le tabac, l'alcool. Tous ceux-ci sont à prendre en charge. Faire de la néphroprotection, ça passe par quoi? L'éviction des médicaments néphrotoxiques, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, je le répète encore, très néphrotoxiques. Les antibiotiques tels que les aminosides doivent être évités chez ces patients. Et ensuite, les injections de produits de contraste à l'occasion des scanners injectés doivent être vraiment prises en charge en amont avant de le faire si c'est nécessaire. Et donc, d'où la nécessité d'une collaboration très franche entre l'équipe de prise en charge des patients à Covid avec le néphrologue référent du patient. Puisque, par exemple, un patient qui dialyse, qui a cette maladie, on peut se poser la question sur l'efficacité du traitement si le médicament est donné avant la dialyse. Est-ce que le médicament peut être dialysé, éliminé? On le donne le matin à 14h, il dialyse, le médicament est éliminé. Est-ce qu'on s'étonne alors qu'il reste toujours positif après 2 semaines, 3 semaines? Alors, dans ce cas, la complication chez ce malade, comment ça doit être opéré? Donc, les complications de la maladie rénale restent telles, parce qu'en principe, nous, néphrologues, une fois le diagnostic de maladie rénale est posé, on estime d'abord le débit de filtration glomérulaire, qui nous permet de stadifier la maladie rénale. Et en fonction de ces stades, les objectifs sont clairement identifiés. C'est-à-dire, c'est écrit, et là, c'est d'abord rechercher les facteurs étiologiques. S'il y a une cause qu'on peut traiter, on le traite. Et prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Ensuite, et faire de la néphroprotection par éviction des contrastes, des aminosides, des ANS. Et puis, s'il y a une complication, on fait face à la complication. Les plus fréquentes en maladie rénale chronique, c'est l'anémie, qu'il faut corriger parce qu'ils sont en carence en érythropoïétine. C'est l'hyperkaliémie, l'acidose que nous prenons en charge. C'est le manque de calcium qu'il faut prendre en charge, et l'hyperparathyroïdie secondaire, la dénutrition, il faut prendre tout ça en charge. Donc la prise en charge ne change pas en termes de maladie rénale chronique, mais c'est surtout l'adaptation de ces différents traitements à la fonction rénale. Il faut modifier peut-être. Et tenir compte des effets, potentiels effets toxiques sur la fonction rénale résiduelle, puisque l'objectif du néphrologue doit
chercher à ralentir la progression de la maladie rénale chronique pour ne pas arriver à la dialyse. D'accord. La deuxième partie, je crois que le numéro est affiché en bas de l'écran, le 620 58 90 73. Mais avant, on va demander à Dr Chérif et à Dr Camara les problèmes courants que vous, en cette période que vous êtes confrontés avec cette stratégie Stop Codiv en 60 jours. C'est vrai, vous avez fait le tour des 5 communes, n'est-ce pas? Et la dernière fois que vous étiez à Kalom, je crois que c'était le dernier quartier que vous avez, en tout cas, avec l'implication, l'engagement de tous. Donc, je crois que ce n'est pas fini. Et comme vous avez clôturé les 5 communes, alors, est-ce que vous allez encore revenir aux premières communes pour continuer avant la fin de la stratégie, c'est-à-dire avant la fin du mois de juillet? En fait, on a lancé la stratégie, je disais qu'on avait lancé la stratégie depuis le 8 du mois de juin. Et jusqu'à maintenant, on est en train de mettre la stratégie en œuvre. Mais cela, je rappelle que cette stratégie est sur la responsabilité des DCS, c'est-à-dire des directions communales de la santé, et les DPS quand il s'agit du BRECA et des COYA. La NSS et les autorités sanitaires du ministère de la Santé, en plus des partenaires, viennent pour la coordination et la supervision. Donc c'est uniquement sur la responsabilité de ces DPS qui se basent sur les élus locaux, c'est-à-dire les chefs de quartier, tout ce qui est porteur de voix, des personnes qui influencent dans le quartier, pour qu'on puisse gagner ce combat. Alors, notre réunion, les réunions que nous avons eu à faire, ce sont des réunions de concertation, effectivement, pour que ces chefs de quartier, bien qu'ils ont été consultés au départ à l'élaboration de la stratégie, pour qu'on puisse tous s'impliquer davantage pour rompre la chaîne de transmission et pour qu'on puisse revenir à nos habitudes. C'est-à-dire pouvoir se serrer les mains, pouvoir se donner des bises. C'est notre coutume, en fait. Vous avez dit tout à l'heure que avec l'apparition de la maladie ici, on a changé assez de choses. Donc, c'est vrai qu'on a des difficultés. Il faut changer certainement, pas d'autres. Il faut continuer à se laver les mains. Régulièrement, justement. Il faut continuer à se laver les mains, il faut respecter, éviter les attroupements aussi. Vraiment, ce sont des sources de contamination. On va prendre cet appel comme il est déjà... Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui. Allô? Moi, c'est Mamoudou Kaba. Je vous appelle de... Vous appelez d'où? Monsieur Kaba, nous vous écoutons. Ok, je n'ai pas de retour, mais quand même, je vais poser ma question. Nous vous écoutons, allez-y, oui. Bon, ma première question concerne Covid-19. Ok. Le Covid-19, j'ai appris que tous ceux qui sont testés positifs ne sont toujours pas à l'hôpital. Bon, je ne sais pas maintenant, ceux qui sont dépistés là, comment ils font pour les retrouver et comment on les réinsère comment se passe le suivi? Bon, certains... Ma deuxième question concerne aussi pour l'insuffisance rénale. Docteur Chérif. Bon, nous on a un vieux. Oui. Aujourd'hui, on l'a dépisté, on l'a testé de cette maladie, insuffisance rénale. Maintenant, allô? Nous vous écoutons. Allô? Parlez-nous, nous vous écoutons, nous vous recevons ici. Bon, malheureusement, il pense qu'on ne l'entend pas, il n'y a pas de retour. Il voulait poser la deuxième question à Dr. Quel le service, le centre d'hémodialyse est confronté actuellement rapidement avant d'autres appels? Bon, pratiquement avec ce confinement actuellement, nous avons des problèmes avec le suivi de nos patients qui sont des malades
chroniques. Donc on est obligé pour limiter, parce que pour les protéger aussi, de fréquenter les hôpitaux activement. Et donc on est obligé de les prendre en charge à domicile ou par téléphone. Parfois, si ce n'est pas urgent. Lorsque c'est urgent, on les quand même fait venir à l'hôpital. Et ceux dialysés? Les dialysés, non, il n'y a pas de souci. L'équipe, on a réduit le nombre de personnel. Il faut le traiter. S'il est diabétique, il faut traiter son diabète. L'hypertension artérielle, il faut la traiter, avoir des objectifs de pression artérielle bien connus, bien évidemment avec son médecin généraliste et son cardiologue. Et donc, faire de la néphroprotection. Dire aux malades. On va parler tout à l'heure de la prévention, on termine par cela. D'accord, ok. Pour éviter, pour arriver à la phase dialyse. Il vaut mieux prévenir que guérir. Allô? C'est parti, on avait un autre appel. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, votre émission, vraiment je suis très contente de vous. Je voulais vous demander à M. Kaye, Dr Camara, il y a une amie qui avait son test, qui a fait son test à Nigo, ça fait 20 jours. Alors, donc 2 semaines après, ils ont téléphoné pour dire que la dame est positive. Donc, nous sommes ici et ça, il se trouve qu'il y a beaucoup d'écho. Donc, vous ne pouvez pas poser des questions et puis vous regardez à la télévision. Éloignez-vous. Docteur Camara, très rapidement, 16 jours de décalage entre le jour de dépistage et la date d'arrivée du test. Alors, est-ce que la personne doit se rendre à l'hôpital? Oui, c'est toujours mieux de se faire consulter. C'est toujours mieux de demander l'avis d'un médecin, même si vous êtes à la maison depuis 16 jours. Mais il faudra aller au centre pour qu'on puisse faire le test et voir effectivement est-ce que ça continue ou pas. Voilà, parce que toute personne qui est testé positif, avant que la personne ne sorte, on fait d'autres tests. Voilà, donc la question de radio de résultats, c'est vrai ça fait assez de... Mais j'espère que ça, c'était tout au début de la pandémie. Je crois que ce problème ne se pose plus. Actuellement, il y a assez de laboratoires qui ont été équipés en tests vraiment spécifiques pour y arriver. Alors, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y avait un problème au départ, mais maintenant, au fur et à mesure, on arrive à corriger petit à petit. Et tous ceux qui sont testés positifs sont les premiers à être informés. Voilà, donc on arrive aussi à améliorer l'information quand il s'agit des plus. Voilà, mais pour les moins, il y a un autre système. C'est-à-dire ceux-là qui sont testés négatifs, il y a un autre système pour les informer. C'est différent. Ok. Alors, avant de clôturer, docteur, rapidement, les moyens comment prévenir cette maladie avant de vous dire au revoir. Ok, merci madame. Donc la maladie rénale chronique, comme on vous l'a dit, donc il faut prendre en charge les maladies générales qui sont pourvoyeuses de maladies rénales, telles que le diabète, l'hypertension, se faire suivre par son médecin. Ensuite, éviter une automédication, des médicaments qui peuvent potentiellement donner des atteintes rénales, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont très pourvoyeuses de maladies rénales. Et faire le bilan de dépistage ne serait-ce qu'une fois par an de sa fonction rénale pour au moins dépister et faire une prise en charge précoce. Et j'inviterai plutôt aussi mes collègues de la prise en charge Covid d'inclure dans le bilan minimal des patients à Covid, sachant que c'est un pourvoyeur d'insuffisance rénale, donc de faire le bilan rénal, ne serait-ce que la créatinine, la bandelette urinaire, ça nous permet d'anticiper la prise en charge. Alors, je crois que, docteur Camara, vous avez quelque chose à rajouter très rapidement, en un mot. Ok, moi je voudrais appeler la population pour dire que c'est la responsabilité de tout le monde d'accepter ces mesures préventives de la Covid-19. C'est uniquement en respectant les mesures barrières, aussi l'adhésion à la stratégie Stop Covid pour les quartiers concernés, qu'on va arriver à rompre la chaîne de contamination et que nous allons sortir vainqueurs de cette lutte. Et comme ça,
on pourrait tous retrouver nos habitudes habituelles. Voilà. Donc, ce que nous faisons habituellement, bien sûr, les bons. Vous avez dit. Voilà. Donc, c'est ça. Les bons, on garde toujours les bons. Voilà. Alors, merci, docteur Ibrahim Chérif Aïdara, nephrologue au CHU Donka, qui est avec nous sur ce plateau, et docteur Ibrahim Fania Kamara, membre de la commission communication et mobilisation sociale de la réponse à la Covid-19. Excusez-moi tout au long de cette émission. Excusez-moi, cher public, c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres pathologies et la sensibilisation en même temps dans cette émission. Merci à l'équipe technique qui a concocté, qui a réalisé cette émission. Merci à ceux qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs. Au revoir et à la semaine prochaine.